Salut tout le monde! Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle les procédés littéraires. Vous connaissez peut-être déjà ça, peut-être que vous connaissez ça sous le nom de figure de style, juste de procédés, ça revient un petit peu au même. Donc, je vais vous présenter différents procédés littéraires. Vous allez avoir un document là, pour pouvoir suivre. Puis, dans le fond, je vais insister sur ce qui est peut-être un petit peu moins simple. Il y a des choses que vous connaissez déjà, comme une comparaison. Là, je ne pense pas que j'aurai besoin de l'expliquer en détail. Juste avant de commencer, pourquoi on apprend ça dans ce cours-ci, les procédés littéraires? En fait, c'est que vous allez devoir faire au cours de la session une analyse littéraire. Et pour faire une analyse littéraire, il faut vraiment regarder le texte, le lire, puis essayer de voir comment la façon dont le texte est écrit, donc s'il y a des comparaisons étranges, des métaphores, des exagérations qu'on appelle des hyperboles, comment ça nous permet de mieux comprendre le texte, de mieux l'expliquer, puis d'avoir une compréhension du texte, qui va être beaucoup plus fine, beaucoup plus poussée que si on faisait juste lire en disant, bon ben voilà ce que dit le texte. Donc là, on va regarder ce que dit le texte, mais comment ce texte-là est écrit, en quoi ça influence notre compréhension. Puis quand vous allez faire des analyses littéraires, vous allez devoir, dans le fond, expliquer le texte en prenant des citations, puis en montrant que dans les citations, il y a certains procédés littéraires qui viennent, dans le fond, appuyer vos arguments, vos idées. Donc, on n'est pas rendu là encore. On va commencer par le début, juste avec, justement, les procédés littéraires. Donc, vous avez un document que je vous ai donné. Là-dedans, vous avez 3 procédés d'abord qu'on appelle les instruments lexicaux. Donc, champ lexical, désolée, je lis en même temps. Ton appréciatif, ton dépréciatif. Un champ lexical, vous avez sûrement déjà vu ça, on s'en sert beaucoup quand on veut analyser de la poésie. Par exemple, c'est quand on va retrouver plusieurs mots qui se regroupent sous un même thème. Vous avez juste à penser par exemple au champ lexical de l'amour. Bien, vous allez peut-être avoir amoureux, cœur, aimer, embrasser, couple, flamme. Donc tous ces mots-là, par exemple. Euh, Parfois, on dirait qu'on n'utilise pas le champ lexical parce qu'on se dit, ah, c'est trop évident, je vais pas mettre ça, ça va pas impressionner le prof si je fais ça. Mais un champ lexical, ça peut être très utile parce que, par exemple, si vous avez un poème qui parle d'amour, puis là, vous vous rendez compte qu'il y a un champ lexical de la douleur qui montre que vraiment, qui montre de la douleur, tout simplement. Donc, souffrance, déchirer, mal, souffrir, etc. Mais là, ça serait intéressant parce que vous allez pouvoir montrer justement que l'amour est associé à la souffrance et c'est prouvé par ce champ lexical-là. Ensuite, pour ce qui est des tons appréciatifs et dépréciatifs, vous allez trouver ça dans des descriptions. Donc, ça peut être une description de lieu, d'événements ou de personnages. Puis, vous allez essayer de regarder s'il y a du vocabulaire, souvent des adjectifs, mais ça peut être aussi des adverbes et tout ça, qui vont montrer qu'on décrit de façon positive. Par exemple, un événement, dans ce cas-là, si c'est positif, ça va être un ton appréciatif. Et si c'est plutôt négatif, on veut montrer que quelque chose n'est pas très bien ou qu'une personne n'est pas une bonne personne, mais on va utiliser un vocabulaire qui est plutôt dépréciatif. Donc, pour trouver ça, regardez premièrement, est-ce qu'il y a une description? Est-ce qu'il y a des mots qui vous guident un peu d'un côté ou de l'autre, si c'est positif ou négatif? Là, dans le document que je vous ai donné, vous avez des exemples, mais je ne vais pas tout lire ça ici, sinon ça va être long. Donc, essayez de voir justement, là, est-ce que le narrateur essaie de vous amener d'un côté ou de l'autre, vous montrer que cette chose-là est positive ou négative. Puis ça, c'est super intéressant parce que parfois, on pourrait avoir un événement qui nous semble, nous, négatif, mais on va voir que la description est positive. Donc, ça nous donne une autre vision de l'œuvre. On va voir que le narrateur veut nous amener à penser que c'est positif. C'est juste un exemple que je vous donne comme ça, mais on va trouver ça assez souvent. Donc, description de lieu, de personnages, d'actions et tout ça. Puis les descriptions en littérature, des fois, quand on est pressé, on a tendance à vouloir les sauter, les descriptions dans les textes. On se dit, ah, c'est pas important, il n'y a pas d'action. Mais les descriptions sont toujours là pour une raison. Hein. L'auteur veut nous montrer quelque chose. S'il décrit un lieu en détail, c'est parce que c'est important. S'il décrit, par exemple, une pièce en détail, c'est sûrement parce qu'il veut montrer que cette pièce-là représente le personnage, la classe sociale du personnage, les goûts du personnage. C'est important de ne pas les sauter. Surtout que je ne vous donnerai pas des textes trop longs à lire.
Ensuite, on arrive aux figures d'opposition. On va avoir l'antithèse. L'antithèse, c'est en fait quand dans une même phrase, ou ça peut être dans deux phrases qui suivent, vous allez avoir des idées qui s'opposent complètement. Complètement, là, c'est pas nécessairement des antonymes, mais des idées qui s'opposent. Et souvent, on va vouloir montrer qu'il y a une contradiction peut-être dans les pensées du personnage, dans ses sentiments, dans des actions. Je vais juste regarder avec vous l'exemple que je vous ai donné, qui est dans les rêveries d'un promeneur solitaire. Ouais, je suis sûre, de Jean-Jacques Rousseau, oui, Rêverie d'un promeneur solitaire. Et il explique son entreprise qu'il veut faire. Donc, il veut écrire un texte là, qui ne ressemble pas du tout à des essais, qui est plutôt penche donc basé sur la réflexion un peu libre, et il va dire: je fais la même entreprise que Montaigne, mais avec un but tout contraire au sien, car il n'écrivait ses essais que pour les autres, et je n'écris mes rêveries que pour moi. Donc ici, quand il dit il n'écrivait ses essais que pour les autres, ça vient s'opposer à je n'écris mes rêveries que pour moi. Pour les autres, pour moi. Donc ça ici, ça serait une antithèse, puis ça viendrait montrer justement une opposition. Donc ici, on voit que Rousseau veut expliquer son projet en montrant ce qu'il n'est pas, par une opposition. Donc ça, on va trouver ça assez fréquemment là, dans les textes, souvent quand on veut exprimer des émotions, parce que souvent dans la littérature, les émotions des personnages ne sont pas tout blanc ou tout noir. Là, on est beaucoup dans la nuance, donc il va y avoir beaucoup d'antithèses pour montrer certaines contradictions. Ensuite, on a l'oxymore. L'oxymore, on peut appeler ça aussi un oxymoron, mais honnêtement, c'est tellement laid comme mot, oxymoron. Vous pouvez choisir si vous voulez, mais moi je dis un oxymore et c'est correct aussi. Un oxymore, c'est quand on a, un peu comme dans une antithèse, c'est quand on a une opposition, mais qu'elle est vraiment très tranchée et c'est sur deux mots rapprochés. Ici, les exemples que j'ai donnés, une obscure clarté. Donc, obscurité est associée à la noirceur, clarté à la lumière. Donc, on a une opposition ici. L'autre exemple, une flamme si noire. Une flamme, c'est la lumière. Ici, noir, c'est l'absence de lumière. Je peux vous donner des exemples beaucoup, j'ai envie de dire, plus courants. Quand on parle de zombies, on dit que ce sont des morts vivants. Ben, dire un mort vivant, c'est un oxymore parce qu'il n'y a pas une plus grande opposition entre la mort et la vie. Même dans, la cuisine, on va dire par exemple un plat sucré-salé, une sauce aigre-douce. Aigre-douce, c'est une opposition, donc c'est un oxymore sucré-salé. C'est un oxymore aussi. Donc, c'est des choses qu'on veut utiliser dans la vie de tous les jours, mais c'est sûr que quand on utilise ça, quand on va commander un plat et qu'on veut quelque chose de sucré-salé, on se dit pas ça y est, je vais faire un oxymore. C'est vraiment naturel. Donc, l'oxymore en littérature, ça a souvent la même fonction que l'antithèse, c'est toujours pour montrer une contradiction, une opposition. En général, les oxymores, on les repère facilement parce que l'opposition est vraiment très, très forte. Donc, soyez attentifs à ça. C'est pas nécessaire que ce soit un opposé absolu, c'est-à-dire que vous allez dans le dictionnaire, vous allez voir que c'est l'antonyme, mais c'est vraiment les idées sont opposées. Ensuite, on a un autre procédé qu'il ne faut pas confondre avec l'antithèse, c'est l'antiphrase. L'antiphrase, c'est un procédé qu'on utilise quand on veut être ironique. C'est-à-dire qu'on va faire une phrase, puis on va dire quelque chose, mais les gens vont comprendre qu'on pense le contraire. Donc, je vous donne un exemple ici. Comme j'ai hâte d'être pauvre, vieux et malade. Ça a l'air tellement chouette. Mais si je dis ça, puis en plus vous écoutez mon ton, c'est clair que je pense le contraire. Donc, l'antiphrase sert vraiment à l'ironie. Puis ce qui est difficile des fois, c'est qu'on a du mal à savoir si c'est une antiphrase, si la personne est ironique, quand on ne connaît pas bien la personne ou qu'on ne connaît pas bien le contexte. Donc, en général, il faut vraiment se fier au contexte de l'œuvre ou dans une conversation à la personnalité de quelqu'un, à ce qu'elle dit et tout ça, pour savoir que c'est une antiphrase. Mais une antiphrase, on dit en fait une phrase qui veut dire le contraire de ce qu'on pense. Là, je vous donne un autre exemple. Disons, un étudiant du cours pourrait dire je ne pourrais tellement pas vivre sans mes cours de français. Je trouve ça tellement chouette, un cours de français obligatoire. Et là, ici, ça serait une antiphrase, là, à moins que vous soyez quelqu'un de passionné par les cours de français. Tant mieux, si c'est le cas, dites-le moi, s'il vous plaît. Mais ici, ce serait une antiphrase parce qu'on dit ça pour que les autres comprennent clairement qu'on ne pense pas ça. Donc ça, c'est une première
C'est-à-dire, c'est une façon là, de montrer l'ironie. Puis l'ironie, il n'y a pas nécessairement une intention méchante ou malveillante comme on va avoir avec le sarcasme. C'est juste des fois pour faire rire les gens aussi. Puis vous connaissez sûrement des gens comme ça dans votre entourage qui sont assez naturellement ironiques et qui parlent toujours en antiphrase. Là. J'ai souvent tendance à faire ça, vous allez peut-être vous en rendre compte. Ensuite, j'arrive aux figures de ressemblance ou de substitution. Donc, la comparaison, je pense que je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. C'est une comparaison. Et la métaphore, c'est la même chose que la comparaison, c'est juste qu'il n'y a pas le terme comparatif. Donc, vous pourrez regarder dans le document, mais c'est vraiment la seule différence. On compare deux choses, mais on ne va pas avoir le mot comme, pareil à, semblable à. Mais c'est la même idée, c'est la même façon de comparer deux éléments. Ensuite, j'arrive à la métonymie. La métonymie, c'est un petit peu plus difficile. En fait, je vais vous donner des exemples plutôt qu'une définition. Je trouve que c'est plus facile. C'est une figure de substitution. On va remplacer une chose par une autre. Si par exemple, je vous dis, vendredi, je vais aller boire un verre avec des amis. Si je dis ça, c'est clair que c'est pas le verre que je veux boire, c'est le contenu du verre. D'accord? Donc ça, c'est une métonymie parce que je vais substituer le contenu, là, ce qu'il y a à l'intérieur, du lait, de la bière, du vin, peu importe, par le contenant qui est le verre, boire un verre. C'est la même chose si, quand vous étiez enfant, vous aviez tendance à ne pas manger beaucoup. Peut-être que vos parents avaient tendance à vous dire « mange toute ton assiette ». Mais évidemment, vos parents n'avaient pas envie que vous vous mettiez à croquer la porcelaine de votre assiette. En tout cas, si oui, écrivez-moi, je vais vous aider, parce que c'est pas normal que des parents demandent ça. Donc, c'était une façon, encore une fois, de faire une substitution. Si par exemple, on dit « Ah, quelqu'un a enfin trouvé un toit c'est clair qu'on ne veut pas dire que quelqu'un était dans la rue puis enfin a trouvé un toit de maison puis se promène avec un toit sur la tête. Hein. Ici, on va remplacer la maison par le toit qui devient un peu symbolique. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, si je vous dis Ottawa a refusé tel projet de loi. Mais quand je dis ça, je ne parle pas de la ville d'Ottawa qui soudainement se met à réfléchir. Ce que je veux dire dans le fond, c'est que je vais parler du gouvernement fédéral et je vais, au lieu de dire ça, je vais substituer le nom du gouvernement par le lieu où il siège. Vous allez entendre beaucoup ça dans les informations. Si vous aimez le sport, par exemple, au lieu de dire, par exemple, c'est les Canadiens contre les Bruins, on va dire Montréal contre Boston. Ça, c'est une métonymie. Est-ce que les gens à RDS sont conscients qu'ils font une métonymie? Je ne sais pas. Hein? Mais c'en est une. Donc, souvent, les procédés littéraires, c'est quelque chose qu'on fait très naturellement nous-mêmes. C'est juste qu'on n'est pas conscient qu'on va faire un procédé littéraire. Puis j'ai envie de dire heureusement. Là, imaginez si on se dit, ça y est, ma métaphore va être belle. Ça serait un peu étrange. Donc, ça, c'est pour la métonymie. Même chose, si on parle d'un artiste, on va dire « Ah, j'ai lu 3 Zola ». Bien là, vous n'avez pas pris Émile Zola, puis vous n'êtes pas mis à le lire, lui. Vous avez lu ses œuvres. Donc là, on va substituer ici le nom de l'œuvre par le nom de l'auteur, parce que dans ce cas-là, on va mettre plus d'importance au nom de l'auteur que sur l'œuvre en tant que telle. Donc ça, c'est pour la métonymie. C'est un peu plus difficile à trouver, là, honnêtement, mais on va regarder des textes ensemble, puis je vais vous en souligner quelques-unes. On a la personnification. Après, la personnification, c'est quand on donne une caractéristique humaine d'une personne à quelque chose qui n'est pas humain. Donc, dans ce cas-là, ça va inclure même les animaux, parce que les animaux ne sont pas considérés comme des humains. Ce ne sont pas des choses non plus, mais bon, dans ce point de vue-là, on ne les considère pas comme des personnes, évidemment. Donc, c'est quand on va donner des caractéristiques humaines à quelque chose qui ne l'est pas. Donc, ça peut être la nature. On peut dire, par exemple, ah, la nature est furieuse et se venge. Mais la nature n'a pas de sentiment. Elle ne cherche pas à se venger. Quoi que ce soit, la nature n'est pas une personne. On va faire ça aussi, par exemple, pour des sentiments. Ah, la jalousie m'envahit ou la peur me prend tout entier. Bien, ici, on est en train de personnifier un sentiment pour lui donner plus d'importance. En général, quand on fait ça avec les sentiments dans la littérature, c'est pour montrer qu'on perd le contrôle.
en fait, puis que c'est le sentiment, la jalousie, la peur, le regret qui nous envahit et on n'a plus de contrôle là-dessus. Donc ça, c'est assez commun là, dans la littérature. On peut trouver ça aussi pour des animaux, là, quand on se met par exemple à dire que notre chat préfère se coucher sur nos livres de philo parce qu'il y a toujours eu des réflexions très profondes, mais on est en train de personnifier. On va faire ça avec des objets. Par exemple, quand vous avez un travail à remettre, on dirait que c'est toujours à ce moment-là que votre imprimante ne fonctionne pas. Bien, on va se mettre à personnifier, en fait, notre imprimante. On va se dire, ah, pourquoi mon imprimante me fait toujours ça au moment où j'en ai le plus besoin? Mais votre imprimante vous fait rien parce que elle pense pas à vous, votre imprimante. Je m'excuse de vous le dire, mais votre imprimante ne vous aime pas ou ne vous déteste pas. Ce n'est pas une personne. Je vous l'apprends. On fait ça aussi avec des voitures, surtout une vieille voiture. On peut donner un nom à notre vieille voiture, puis on va dire allez, démarre, ma belle, t'es capable, même s'il fait moins 30, tu peux démarrer. Ben, ça, c'est une autre façon de personnifier aussi. Ensuite, je vais passer au procédé suivant qui est la périphrase. La périphrase, c'est quand on va remplacer un mot par une sorte de définition du mot. C'est pas la définition du dictionnaire nécessairement, mais une sorte de définition. Je vous ai mis des exemples dans votre document. Si on parle de la ville lumière, la plupart des gens savent qu'on vont savoir qu'on parle de Paris. La grosse pomme, ça va être New York. Le roi des animaux, ça va être le lion. Un autre exemple, si je vous parle de deux personnages, puis au lieu de vous dire qu'ils se sont mariés, je vous dis qu'ils se sont unis devant Dieu. Unis devant Dieu, c'est une des définitions du mariage. Évidemment, ici, un mariage religieux, là, tous les mariages ne le sont pas. Si c'est écrit ça dans un texte, unis devant Dieu, ça va tout de suite nous donner une idée que pour les personnages, le côté religieux de la chose est important. Puis que c'est pas juste on s'est mariés, c'est un engagement un envers l'autre, c'est aussi face à Dieu. Donc, on comprend que ces gens-là sont croyants et que pour eux, c'est important cette dimension-là. Donc ça nous donnerait un indice. Autre exemple de périphrase. Disons que je veux vous parler de ma sœur. Si je vous dis, je vous parle d'elle en disant c'est l'autre fille de mes parents. L'autre fille de mes parents. D'un point de vue de la définition, c'est juste, hein, ma sœur, c'est l'autre fille de mes parents. Mais ça nous donne tout de suite un indice sur la relation que je peux avoir avec ma sœur. Évidemment, c'est pas vrai, là, que ma relation est comme ça, mais quand même. Donc, ça donnerait quoi comme impression? C'est que j'ai pas une très bonne relation à l'autre fille de mes parents. C'est vraiment comme si je voulais me dissocier le plus possible de ma sœur, puis ça montre que nos réunions de Noël doivent pas être très, très agréables. Donc, tout ça, ça va nous donner des indices là-dessus. Donc ça, c'est des procédés qu'on retrouve très souvent. Juste avant que je continue, c'est important de vous dire que des procédés littéraires, il y en a des centaines. Évidemment, je ne vais pas vous en présenter des centaines parce que c'est pas nécessaire, c'est pas utile. Et l'important, c'est que vous en connaissiez quelques-uns, vous soyez assez à l'aise pour les maîtriser et les utiliser tout au long de la session. Donc moi, tout au long de la session, quand je vais analyser des extraits avec vous, soit en direct ou soit comme ça par capsule vidéo, je vais insister sur différents procédés littéraires qu'on rencontre, puis vous allez finir par vous habituer. Donc, vous inquiétez pas si pour l'instant, tout ça n'est pas clair. Donc, je vais arrêter cette première capsule-là parce que c'est déjà très long et je vais en faire une dernière pour vous présenter d'autres procédés littéraires.